Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive, decisive power does it again. Fighter Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Sacha Alix. I am the greatest. Salut à tous les membres du RMC Fighter Club, épisode 370, qui aurait pu être synonyme de jour de gloire, mais qui va nous laisser un goût un petit peu amer. Direction l'octogone de l'UFC à Abu Dhabi pour le débrief du combat pour la ceinture des poids lourds entre le français Ciryl Gane et le britannique Thomas Aspinall, champion en titre. Un épisode dans lequel le conditionnel sera de rigueur puisque le combat a été écourté à la suite d'une faute du français totalement involontaire qui a glissé ses doigts dans les yeux de son adversaire. On va pouvoir se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui aurait pu se passer au cours de ce combat? Quand est-ce qu'il sera reprogrammé? Est-ce qu'Aspinall a eu peur de Ciryl Gane tout simplement? Et on a une superbe équipe pour vous parler de tout ça. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris un short notice pour cette émission, mais vous retrouverez la douce voix de Charles Chevalier dès la semaine prochaine aux commandes de ce podcast, bien évidemment. Avec moi aujourd'hui, bien évidemment, le pilier du RMC Fighter Club, notre consultant et coach de Muay Thai, Baba Diagne, qui en plus profite du soleil et de toutes les activités qu'on peut avoir aux Émirats Arabes Unis. Comment ça va, Baba? Salut les gars, salut. Écoutez, ça va super, hein. On s'est remis de ce week-end d'émotions, de cette soirée remplie d'émotions, et on est prêt à le débriefer maintenant. Ouais, très grosse semaine pour toi, et en plus tu as commenté cet événement en bord de cage, donc je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Avec moi en studio aujourd'hui, Anthony Sterpini, journaliste RMC Sport au sein de la rédaction Combat, multiple casquettes, qui lui aussi sort d'une très grosse semaine. Comment ça va, Anthony? Bah ça va très bien, et toi Sacha? Baba, j'espère que tu profites bien des vacances, hein. T'as bien profité du commentaire, mais là c'est la plage là. Profiter de ces quelques jours de repos et puis on repart au charbon parce qu'on a une fin d'année bien remplie, comme vous le savez très bien. Si vous avez raté en tout cas le combat, on va vous faire revivre ça dans les conditions du direct. C'était samedi soir aux alentours de 22h30 et c'était sur RMC Sport 1. La ceinture poids lourd de l'UFC, c'est parti. La distance, ouais, c'est bien. La gauche est rentrée pour Ciryl. Vous entendez les fans français dans la salle. Donne de la voix pour Ciryl Gane. D'avoir arrêté du striking de Ciryl Gane qui s'exprime pour le moment. Aspinall qui a du mal à le cadrer. Fernand Lopez qui demande du volume et qui continue à faire du dégât. On voit l'hémorragie nasale au niveau de Thomas Aspinall. Continue à se faire respecter Ciryl, c'est bien. Attention, ce doigt dans l'œil. Va provoquer une pause. Il n'y a rien à dire. Rien à dire, c'est le doigt qui arrive dans l'œil gauche de Thomas Aspinall. Maintenant, ce serait une grosse déception pour nous, pour les fans, pour tout le monde. Pour tous ceux qui attendaient que la catégorie poids lourd justement avance. Et le combat est arrêté, Antoine. Waouh. Oh, la déception, c'est pas possible. Énorme déception pour nous et les fans qui quittent déjà l'arène. On n'est pas les seuls à être déçus. Alors là, c'est vraiment le scénario qu'on n'attendait pas du tout. On ne l'avait pas envisagé. Non. Et malheureusement, la troisième chance pour le titre de Ciryl Gane va s'arrêter sur un no contest dès la première reprise d'un combat qu'il avait parfaitement entamé. On a un peu la poisse sur tous les grands rendez-vous du MMA français, ce dénouement qui est totalement inattendu. On va revenir sur ce premier round parce qu'il s'est passé énormément de choses dans la cage. On remet un petit peu de contexte, on l'a souvent dit au sein d'RMC Sport, on a les deux anomalies des poids lourds et ça commençait comme un combat poids lourd. Il y en avait d'autres sur la carte, il était très, très clairement différent celui-là, Anthony. C'est exactement ça, on a un combat de poids lourd qui est ce qu'on disait, c'est que, j'entends parce qu'on n'avait pas entendu, je recommence. Il y a beaucoup de poids lourds sur cette carte, c'est toi qui l'as dit. Il y a eu, on a vu en fait les différences de niveau. On a vu le, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, bas niveau des poids lourds de l'UFC et le très, et j'insiste encore, un très haut niveau de l'UFC chez les poids lourds avec Gane et Aspinall. Moi, ce qui me fait plaisir dans cet épisode, c'est qu'avec Baba, pour une fois, on n'en a pas du tout parlé en amont de l'épisode ou durant l'entraînement. Donc là, on va pouvoir échanger ensemble sur ce combat-là. En fait, la vitesse de Ciryl Gane, on dit à chaque fois qu'il est beaucoup plus rapide qu'on croit à l'écran. Mais en fait, il est 10 fois plus rapide en vrai. Est-ce que c'est vrai ou pas, Baba? Il est vraiment super rapide. En fait, l'image que je vais te donner, c'est la première gauche qui touche. Tu sais, le premier 1-2, là, au bout de, 10 secondes, je crois, de combat. Ouais, le premier 1-2 de Gane, ok. Plein pot. Ça va tellement vite que j'ai cru que j'avais loupé quelque chose, en fait, tu vois. Parce que je comprenais pas pourquoi Aspinall avait fait un pas de retrait. Et comme, si tu veux, sur le retour, on a 3 écrans pour expliquer à nos auditeurs quand on est en train de commenter. Et le retour, comme c'est le retour antenne, il est un petit peu plus... il est un peu décalé par rapport au direct. Donc j'ai pu revoir l'image, en fait, si tu veux, 2 secondes plus tard. Et en fait, je vois qu'il le touche aussi vite que ça. Donc
vraiment sa capacité à couvrir la distance, et c'est celle qu'on louait à Thomas Spinal en termes de qualité, Gane il a montré qu'il était plus rapide sur ses pieds, il allait plus vite sur ça, et c'était déjà un premier jalon posé pour te dire, là, Aspinall, tu vois, t'as un mec, on pensait qu'il serait au moins aussi rapide que toi, moi je pense qu'il est plus rapide que toi, il est en train de le montrer, tu vois, et ça va très très vite dans le combat. Par rapport à ça, on a vu aussi un Aspinall qui exprimait son MMA de manière un petit peu différente, beaucoup d'utilisation de coups de pied. Alors il y a eu les low kicks, mais il y a eu aussi les high kicks et ce coup de pied retourné au corps. On l'a poussé dans ses derniers retranchements selon vous, et c'est pour ça qu'on a vu cette nouvelle facette de son jeu. C'est Aspinall, elle a eu énormément de difficultés et ça s'est vu assez rapidement. Donc déjà oui, forcément, il y a le nez blessé très rapidement. Et puis, tu l'as très bien dit dans le Fighter Club Sunday hier, c'est que il n'a jamais affronté quelqu'un comme Gane, qui soit aussi technique, qui soit aussi rapide. Tu le disais, 2 anomalies chez les poids lourds. Aspinall n'avait jamais affronté d'anomalie chez les poids lourds. Il l'a fait aujourd'hui et on l'a vu sur son visage, on l'a vu sur son comportement et même on l'a vu sur son game plan. Je pense que Baba serait d'accord avec moi. Aspinall était très nerveux tactiquement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Baba, mais c'est que on le voit sur Aspinall, c'est que Gane l'a rendu parano en fait. Exactement. En fait, si tu veux, et on le soupçonnait, on l'avait soupçonné en preview déjà, c'est que Aspinall, il est habitué à dicter les termes d'engagement du combat. C'est lui qui décide de la vitesse, c'est lui qui décide du rythme, et c'est lui qui décide de quand est-ce qu'en fait il va pouvoir emballer le combat, attaquer. Et là, en fin de compte, on se rend compte que avec un adversaire compétent comme ça debout et qui commençait déjà à lui faire mal en bas avec des low kicks, avec des side kicks sur les genoux, travaillait très bien avec son jab, avec ses zones de frappe, il était un petit peu en retard à chaque fois sur l'action, il était un peu en retard sur la prise de décision, qui est un autre de ses points forts. Et donc sa réaction, ça a été de commencer à reculer un petit peu et de remonter un peu plus les mains, d'avoir une réaction très défensive. Donc je suis complètement d'accord avec toi. C'est quelque chose qu'on soupçonnait encore une fois, mais il faut le voir et il faut réussir à le faire. Où il n'a pas du tout aimé l'incertitude que Cyril produisait en fait en lui. Et puis surtout, c'est pas un mec, t'as l'impression que debout, il a pas de plan B en fait, si tu veux. C'est s'il n'arrive pas à attaquer et te mettre la pression, te faire reculer, ça devient tout de suite beaucoup plus dur pour lui. Ouais, statistiquement, ça parle. On a 30 frappes significatives donc pour Cyril Gane, 27 pour Thomas Aspinall. C'est un petit peu plus serré que ce qu'on pouvait penser parce que l'impression visuelle, c'est vrai qu'elle est plutôt en faveur du Français. On va revenir sur le geste du doigt dans les yeux. Concrètement, c'est difficile. C'est une faute de Cyril Gane. Maintenant, c'est une faute qui est involontaire. On l'expliquait un petit peu hier, Baba, mais ça, c'est une méthode de distance qui est très propre au Muay Thai. Oui, alors c'est vrai qu'on aime bien tendre le bras pour prendre la distance quand on va en Muay Thai. Puis surtout, quand on va pouvoir envoyer une jambe, un middle, un low kick ou un high kick, on va souvent se servir du bras du côté où on n'envoie pas la jambe comme balancier pour pouvoir vraiment envoyer la hanche et engager le plus possible le corps. Ceci étant, on n'est pas censé tendre les doigts, même dans les gants, tu vois, on va pouvoir tendre un petit peu la main, mais on n'est pas censé tendre les doigts. C'est pour ça d'ailleurs et qu'on le voit souvent au one. Il y a beaucoup moins de high poke. Il y en a quand on va rentrer dans le corps à corps, mais quand on cherche à travailler à distance avec les jambes, il n'y a pas ces high poke là. Ceci étant dit, quand Cyril envoie la jambe, Aspinall se rapproche. C'est pour ça en fait que le bras de Cyril, qui est évidemment moins long que ses jambes, finit par arriver en plein visage de Thomas Aspinall. Donc c'est plus qu'involontaire. Maintenant, c'est vrai que ça fait partie de ces habitudes-là qu'on peut prendre quand on envoie une jambe, quand on vient du Muay Thai. Anthony, je vais te lancer sur quelque chose et Baba aussi si tu peux réagir. On a sur les réseaux sociaux pas mal d'observateurs étrangers qui nous mettaient des photos de Nassourdine Imavov, de Cyril Gane et qui les considèrent un peu comme des dirty fighters parce que c'est pas les premiers high poke qu'on a avec les combattants français. Est-ce qu'on est sur quelque chose justement de sale ou est-ce qu'on est vraiment dans le bon soupçon entre guillemets? C'est comme l'a dit Baba, c'est un réflexe défensif. Non mais c'est exactement ça. En plus, on est dans une école française qui est très axée sur le pied-point, très axée sur la boxe taille. Baba l'a très bien expliqué, Xavier Séverin l'a très bien expliqué hier, c'est la défense. Après, si c'est des comptes étrangers, mais si ce sont des comptes américains, qui mieux que John Jones pourrait expliquer l'utilisation du high poke parce que la plupart du temps, John Jones, ce n'était pas fait exprès. Anderson Silva aussi l'utilisait beaucoup et Adesanya a mis aussi beaucoup de high poke durant sa carrière. Ça n'a pas tellement gêné les Américains pendant un moment. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu quelques images de Nassourdine et de Cyril Gane. C'est parce que c'est les exemples peut-être plus récents. Cyril Gane contre Aspinall et Nassourdine, il y a eu quelques high poke contre Caio Borraio. Mais c'est plus de
de la maladresse défensive, et je mets des gros guillemets parce qu'il n'y a pas de maladresse dans ce haut niveau, bah, ils se défendent, et voilà, la seule raison qu'ils pourraient ne pas mettre de high poke, bah, faut qu'ils enlèvent leurs doigts en fait, et c'est trop compliqué dans certaines phases de combat, et Baba l'a très bien expliqué. Ouais. Toi Baba, pareil, tu penses comme Anto là-dessus? Non, mais c'est des hypocrites. À un moment, il faut arrêter les bêtises, d'aller chercher à nationaliser un comportement des high poke, alors que Daniel Cormier il avait des fourchettes à la place des doigts. John Jones, on n'en parle même pas. Ça arrive de tout temps. Le problème, en fait, les combattants doivent faire attention. À partir du moment où tu combats avec ces gants et que tu sais que tes doigts ne sont pas protégés et que les gants ne sont pas designés correctement, tu dois faire attention à garder ton poing fermé tout le temps. Cela étant dit, l'UFC aurait pu faire quelque chose depuis longtemps. Le Pride existait à l'époque, il n'y avait pas de high poke parce que les gants étaient spécifiquement designés pour les empêcher. C'est la même chose pour le Rising, qui en fait favorise la formation d'un point, en fait, de fermer ton poing, parce que tu sais, le gant est légèrement incurvé. Donc ils pourraient faire ça depuis longtemps. Ils ont préféré faire des gants dorés et des gants bleus pour le Dana White, je sais pas quoi, de l'esthétique. Ils n'ont jamais voulu améliorer le produit et la qualité, tout simplement. Donc à un moment, tu récoltes, tu sèmes. Ouais, et puis je vais même compléter ce que tu dis. Le moment où ils ont changé leurs gants et qu'ils étaient effectivement un peu plus arrondis pour remédier à ce problème, bah, c'est John Jones qui s'en est plaint, et on est revenu aux anciens gants très très vite. Toi, tu parles des gosses d'organisation japonaises, et tu as aussi les personnes du sol qui vont s'en plaindre parce qu'ils vont dire que c'est plus difficile de verrouiller des soumissions. C'est très difficile de mettre tout le monde d'accord. En tout cas, on ne peut pas nier le fait que c'est une faute du Français qui va arrêter le fight. On va écouter la réaction de Thomas Spinal qui lui est dégoûté. Les gars, j'ai reçu un putain de doigt dans l'œil. Pourquoi vous me sifflez? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ce n'est pas moi qui ai mis mon doigt dans l'œil. Je ne vois absolument rien. Ça fait chier. Le combat venait de commencer. Ça fait chier. Je suis énervé. Je peux à peine ouvrir mon œil. Regardez, mais regardez. Mes deux yeux ont été touchés. Les images, elles étaient assez parlantes. On voit bien les deux yeux touchés. On a même l'impression que c'est le deuxième doigt qui s'enfonce le plus profondément et pas forcément celui qui se cache. Forcément, on a envie de se poser la question, est-ce que Thomas Spinal, il a pris une porte de sortie? Il a le nez qui saigne. Il est dans un combat qu'il ne comprend pas. Il y a ce facteur stress, il y a cette ceinture qu'il doit défendre, il y a cette recherche de légitimité. Il a beaucoup parlé à l'époque de John Jones, etc. Anto, est-ce qu'il a fui l'anglais, tout simplement? Bah, c'est un peu le revers de la médaille, hein. Tu le disais, il a beaucoup parlé. On parlera pas de fuite, mais plus je pense que c'est un mélange de confusion et de panique corporelle. Je vais m'expliquer. Il a le nez qui saigne. En plus, c'est le stress d'un main event, d'un événement majeur qu'il lui-même a provoqué. Il voulait John Jones, il a eu Aspinall, donc il n'a pas vraiment le mec qu'il voulait. Tu rajoutes un high poke involontaire, bah, tout ça, ça crée en fait une situation dans laquelle il sait pas comment réagir, il sait plus vraiment où il est, donc il n'est pas du genre à fuir, parce que il y a eu beaucoup de combats dans lesquels il a combattu avec des blessures, il s'est même blessé durant les combats. Je dirais juste qu'il s'est peut-être déconnecté mentalement, et tu rajouteras peut-être à ce que je vais dire, Baba, c'est plus une défaite entre guillemets nerveuse que physique. Baba, il a fui pour toi, Thomas Spinal? Ouais, fuit, le mot est fort. Moi je suis comme ça. On peut pas nier le fait que, en évaluant la situation, sa situation au moment où ça lui arrive, il y a plus de... Comment dirais-je, la situation elle est plus favorable à ne pas reprendre le combat plutôt qu'à reprendre. S'il était en train de dominer, s'il avait envoyé Cyril au tapis une première fois, tu vois, il aurait repris son action en fait tout de suite pour essayer de terminer le combat. Maintenant, en évaluant la situation, il s'est probablement dit... j'ai une hémorragie nasale, les low kicks m'ont déjà fait mal, je trouvais qu'il manquait beaucoup de mobilité déjà rapidement dans le combat. Cyril commence à produire son effort, même si le round il était dominé par Cyril, il était quand même plutôt serré, hein. Attention, il y avait encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, moi je pense que c'est une décision qui a été prise en prenant en compte tout ça, et voilà, j'ai du mal à lui en vouloir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si j'avais été coach dans son coin, il y a des chances que je dise bon bah on va regarder, on va voir, on va évaluer la situation parce que c'est le champion. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées à tout ça, et il faut réfléchir. Des fois, il faut faire des choix entre guillemets intelligents, même si c'est pas des choix populaires, et c'est des choix qui peuvent te faire passer pour un mot que j'aime pas dire pour un combattant, mais ça peut te faire passer pour un lâche. C'est pas un lâche, c'est quelqu'un qui a déjà montré qu'il était un guerrier. Maintenant, les situations arrivent, et quand tu es diminué comme ça, parce que ça te diminue un high poke, personne ne peut nier que le high poke il est là, qu'il ait pris une porte de sortie, on peut l'interpréter comme ça. En tout cas, il a pris une porte de sortie parce qu'il était handicapé par quelque chose. On va pas me faire croire que ça allait, que ta vision, elle n'était pas empêchée. Ça, c'est pas vrai. C'est pas possible de dire quelque chose comme ça, vu qu'on a tous l'image devant les yeux quand même.
Ouais, et Baba, j'ai une question. Je vais d'abord la poser à Sacha. Est-ce que vous pensez que Aspinall, mentalement, il n'est pas si fort que ça? Ouais, je sais pas, moi je pense qu'il a connu, il y a peut-être trop d'habitude à dominer, à ne pas connaître de difficultés, etc., etc. Et en fait, peut-être que mentalement, tu te retrouves dans la même situation que Gane a connu face à Jones, où il s'est retrouvé face à quelque chose qui le déstabilise énormément. Donc il y a ce facteur où, c'est différent d'avant, je pense, qui joue un petit peu en sa faveur. Ouais, je suis assez d'accord déjà sur ce premier volet, pour la situation immédiate du combat. Et là où c'est une très bonne question, Anthony, c'est que il faut aussi prendre en compte sa situation sur les 15 derniers mois, où il a couru après un combat contre Jones, et puis surtout on lui a promis un combat contre John Jones. Je crois de mémoire qu'il a commencé 3 camps d'entraînement différents pour ce combat-là, qui ont abouti à rien. À un moment, il ne savait pas du tout quand est-ce qu'il allait combattre, s'il allait devenir champion. Donc moi je crois que cette situation-là a pesé sur son mental, sur sa motivation. Je ne crois pas qu'il ait fait la préparation la plus optimale qui soit, et qu'il est arrivé dans des conditions mentales qui n'étaient pas les bonnes pour toute la pression qu'il avait à endurer pour ce combat. En tout cas, le public a une réaction assez dure. C'est vrai que si la situation était inversée, je ne suis pas sûr qu'on aurait été aussi dur avec Cyril Gane si c'était lui qui avait pris les doigts dans les yeux. En tout cas, on a une explication médicale lors du Fighter Club Sunday hier qui est disponible sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat avec Jean-Marc Sen. Si vous voulez aller un petit peu plus dans le détail, allez déguster ça tout simplement. Maintenant, on se rend compte que Cyril Gane, il est rentré dans ce combat le visage fermé, il était complètement déterminé, on sentait qu'il avait pris la mesure de cet événement. On avait son ancien coach qui était avec nous hier qui nous disait quand il est comme ça et quand il fait des sacrifices, parce que c'est plutôt quelqu'un qui aussi déroule avec facilité, il va être très 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 difficile à jouer. On va écouter Dana White parce que lui aussi il a kiffé la prestation du Français. Après John Jones, beaucoup de gens ont descendu Cyril Gane, mais il semblait super fort ce soir. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'intérêt pour la revanche. Tom Aspinall était touché, il saignait. Tom n'a pas voulu continuer le combat. La revanche sera très intéressante. Est-ce qu'on a la poisse un petit peu aussi du côté de Cyril Gane, parce que le voir commencer comme ça, c'était pas le même combat que face à Volkov, très clairement, même s'il y a eu cette blessure qui entache un petit peu la performance. Là, on avait l'impression qu'il était prêt à répondre à tout ce qui se passait, Baba. Ouais, clairement, moi je pense qu'il était prêt pour tout. Je pense qu'il avait une très grande confiance en sa préparation. C'est ce que ça fait, de t'isoler pendant 3 mois, d'avoir les meilleurs sparring partners possibles, d'avoir, comme je le soupçonnais, beaucoup travaillé sur ses points forts. Il a travaillé sur ses points faibles avec la lutte, mais il a évidemment beaucoup travaillé ses points forts, et ça s'est vu rapidement dans le combat. Toute la Fight Week, nous on l'a senti, moi je suis arrivé jeudi, mais franchement on l'a senti détendu, tranquille, vraiment très confiant. Quand il rentre dans la cage, tu vois, juste avant de rentrer dans la cage, il marque cette pause-là pour un peu s'imprégner du moment et dire « Attends, aujourd'hui, c'est pour moi ». Beaucoup de détermination, donc j'ai senti beaucoup de confiance, j'ai senti qu'il allait seulement démarrer. Et même dans son coin, d'ailleurs, on était tellement confiants qu'on lui demandait aussi de mettre de la folie, de mettre de l'impact, d'envoyer du genou sauté, par exemple. Donc ouais, clairement, Cyril... j'ai l'impression qu'il a malheureusement raté une opportunité parfaite. Ouais, Anto, cette chance en or, on l'a loupé sur un geste malheureux. Ça peut aussi mentalement peser pour Gane, tu penses ? Ça peut peser dans le sens où on l'a eu, Romain Pougeot l'a eu après en interview post-fight où il disait ça fait chier, est-ce que Aspinall aurait pas pu pousser, parce que lui, Cyril Gane, avait déjà subi des high pokes de ses adversaires et pourtant il a continué le fight. Donc on sent que oui, c'est un bon gars, Cyril Gane, si Aspinall dit qu'il voit plus rien et qu'il ne peut pas continuer, c'est forcément le cas, il laisse le bénéfice du doute. Mais il y a cette petite frustration de les gars, j'étais super bien dans le combat. Le premier round, je pense qu'il le prend, lui, je pense qu'il est persuadé qu'il le prend aussi. Et il se dit, mais si ça se déroule comme ça, mais si je finis Aspinall aujourd'hui, je fais un statement de taré. Et donc il a peut-être loupé cette chance-là, mais bon, il y aura une revanche. Il y aura un autre camp d'entraînement. Il va pouvoir s'entraîner un peu plus et avoir encore plus d'armes pour affronter Aspinall. Ouais, en espérant que ce soit pas l'inverse aussi, parce que Tom Aspinall, dans ce contexte-là, il peut être entre guillemets un peu gagnant, même s'il a mal aux yeux, et on lui souhaite un bon rétablissement. Le fait est que maintenant, il a pu tâter un petit peu de ce que c'est Cyril Gane, il a pu tâter de cette différence avec le reste des poids lourds. Est-ce que c'est pas parfait pour lui de se repréparer à ce même combat en ayant déjà un petit peu ce ressenti dans la cage, Baba ? Bien sûr, absolument. C'est une chance assez intéressante pour lui de se dire « Ok, maintenant j'ai compris que sur ses points forts, Cyril, les points forts sur lesquels on nous mettait en opposition, debout, il est probablement
un peu meilleur que moi quand même, surtout sur ses qualités athlétiques, hein, parce que c'était là qu'on voulait voir la différence. Sur le bagage technique, moi, on n'avait pas spécialement de doute, mais sur les qualités athlétiques debout, bah, ça se vaut où Cyril est un peu meilleur. Et du coup, ça va faire une grosse différence, je pense, moi, en termes de game plan, où cette fois-ci, Aspinall, quand il va arriver, tu pourras rajouter un off derrière son nom. Il va se transformer en Dagestani, il va plonger dans les jambes et il va essayer de lutter le plus possible. Je dis pas que ce sera facile parce que Cyril a très bien travaillé sa lutte défensive, mais je crois, moi, que la prochaine fois, il mettra beaucoup d'emphase sur la lutte et essayer d'amener sur le terrain du grappling. T'es d'accord avec ça, Anthony ? Ouais, je suis un peu d'accord avec Baba. Et puis au final, en fait, Gane, il avait l'effet de surprise. Aspinall, il aurait pu prendre un peu Gane au-dessus de la jambe et dire attends, il s'est fait balayer par Jones, moi je pense battre Jones, donc je vais balayer Cyril Gane sans problème. Il a vu sa précision, il a vu que Cyril Gane, même si on dit, certains disent qu'il met pas beaucoup de KO, il n'a pas le knockout power comme peut avoir les poids lourds, que ses jabs ils piquent, ses jabs ils font mal et ils peuvent t'ouvrir le nez, même ses bras arrière. Il a vu aussi le tempo de Gane, et ça c'est hyper important, c'est qu'il a pu jauger 5 minutes dans l'octogone avec Gane, et c'est plus facile pour s'entraîner, c'est que maintenant il connaît l'adversaire. On dit toujours, et c'est Baba qui le dit très bien à chaque fois dans les Fighter Club, c'est on n'est jamais mieux préparé que pour une revanche. T'as connu le mec, t'as fait, même si ça a duré 1, 2, 3 minutes, le mec physiquement tu le connais, même psychiquement, il y a quelque chose, c'est le mec tu le connais, mais Gane lui aussi il aura les infos, il sait que Tom Aspinall il est vulnérable en sortie en ligne, que sur sa jambe avant c'est compliqué, et il a pris des droites par Aspinall et il n'est pas tombé. Et il y a cette confiance en son menton aussi qui peut avoir Cyril Gane. En tout cas, on a vu Gane imposer son rythme. Là, on se projette vers une revanche, mais s'il n'y avait pas eu ce doigt dans l'œil, est-ce qu'on n'aurait pas aussi pu avoir une réadaptation du game plan d'Aspinall, dans le sens où le combat il n'est pas encore terminé, loin de là, il peut se passer beaucoup de choses, c'est les poids lourds, il reste 4 rounds après celui-là, et en ce moment on en voit des comebacks de fou à l'UFC. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu aussi se réajuster d'un round à l'autre, passer en mode lutteur comme tu l'as dit, Baba ? Bien sûr que oui. C'est quelque chose qu'il a déjà montré quand il a vidé son réservoir de cardio contre Andrei Arlovski. Deuxième round, il a complètement changé de stratégie, il est parti sur la lutte, ça a duré 30 secondes. Il a soumis en 30 secondes, tu vois. Et c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Certes, ça sentait bon sur ce qu'on voyait pour Cyril Gane. Tu disais que si le combat restait dans cette physionomie-là, et cette physionomie-là seulement, ça sentait très bon pour lui. Maintenant, tout le problème d'Aspinall, c'est ça. C'était ses transitions, c'était cette capacité à lutter efficacement et surtout son grappling qui peut être létal. En tout cas, qu'il l'a été les 2 fois où il a soumis quelqu'un à l'UFC. Donc, c'était loin d'être fini. En réalité, je crois qu'il faut qu'on fasse attention sur la lecture qu'on a du combat, où certes, Cyril était à l'aise, mais il restait encore beaucoup de rounds derrière. Et même si Aspinall, il était touché, saignait du nez, comme tu l'as dit, Sacha, on a vu des retournements de situation, on en voit toujours. Et c'est un combattant qui est capable de renverser la vapeur, Thomas Aspinall. On en fait un petit peu trop. Est-ce qu'on se chauffe pas aussi un petit peu trop finalement sur ce qu'on a vu de Gane, alors qu'il aurait pu encore se passer 1 milliard de trucs ? C'est ça, je pense qu'on on se chauffe un peu. J'ai noté que le deuxième round aurait pu être celui de la bascule, parce que comme dit Baba, Aspinall il dit moi s'il faut je fais un plaquage de rugby et le mec je l'emmène au sol pour le soumettre. Ça faisait que 4 minutes 30, donc quand même attention, mais Cyril Gane était vraiment très très bien dans ce combat, et on le sait, Cyril Gane, les 5 rounds, il connaît. Il y a Cyril Gane aussi, c'est un peu ce diesel comme peut l'être aussi Nassourdine, qui t'es très très fort sur le 2, 3 et potentiellement 4 et 5 où tu reviens très très fort. Cyril Gane, on l'a vu, première défense de takedown, défendu, pas de souci. Il n'a pas tenté de deuxième défense à Aspinall, et si vraiment... Arrête-moi Baba si je me trompe, si vraiment Aspinall avait vu une ouverture sur ce chemin-là, il aurait fait une deuxième tentative de takedown, et il n'en a pas fait dans les 3 minutes qui suivent. Ouais, clairement, il a été un petit peu échaudé par la première tentative, surtout que c'est subtil, mais Cyril, il tente un genou sauté, avant ensuite de sprawl un petit peu. Donc ça veut dire qu'il était vraiment très alerte, Cyril. Et ça, c'est quelque chose qui peut un peu empêcher les gars qui essayent de lutter. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, Anthony. En plus, c'est son premier takedown raté à l'UFC, je crois, Thomas Aspinall. Donc ça rajoute aussi ces petits grains dans la tête. Il faut dire, oula, qu'est-ce qui se passe dans ce combat ? C'est un petit peu compliqué. Est-ce que pour vous,
Bon, cette carte, je vais citer, je crois que c'est Paddy Pimblett qui disait ça un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il dit que c'est un des pires numérotés de l'histoire. Est-ce que, et c'est vrai qu'on n'a pas eu un matraquage médiatique de la part de l'UFC autour de ce combat des poids lourds. Est-ce que le combat maintenant a repris en intérêt, puisqu'on voit que tout Internet s'excite, soit pour prendre parti du côté de Cyril Gane, soit pour prendre le parti de Thomas Spinell en disant bon, les doigts dans les yeux, c'est quand même particulièrement embêtant. Est-ce que c'est pas ce qu'il fallait aussi pour redonner un petit peu d'épice à cette affiche-là? Ah, si, je suis d'accord avec toi, Sacha. Ils avaient besoin d'une histoire. Il n'y avait pas d'histoire entre Aspinall et Gane. Il y avait l'histoire en fait autour d'Aspinall et Gane, c'était est-ce qu'il va faire mieux que Jones? Là vraiment, on a vu un premier round et là il y a une histoire entre deux poids lourds, deux Européens, donc un marché plutôt sympa pour l'UFC. Le seul problème, c'est, et Baba il pourra nous le confirmer aussi, c'est que l'ambiance Baba là-bas, ça n'a pas tellement bien porté le pay-per-view non plus. Excuse-moi, j'ai pas entendu. L'ambiance là-bas à Abu Dhabi, est-ce que ça a joué aussi sur le fait que le pay-per-view, Paddy Pimblett peut dire que c'était l'un des pires pay-per-view de l'histoire? Franchement, c'est chaud. Tu sais, pendant le combat entre Mackenzie Dern et Yana Jandiroba, c'était ambiance Apex, mais moins. Ah oui, ok. Avec 13 000 personnes dans la salle quand même. Alors qu'il y avait des gens dans la salle, je te jure qu'il y avait un silence de mort, quoi. C'était assez bizarre. C'était vraiment bizarre comme sensation. Et pourtant, les gens étaient assis à leur place. Hein. Tu vois, c'est pas comme s'ils faisaient autre chose. Non, les gens étaient assis à leur place, mais vraiment aucune émotion, aucune réaction par rapport au combat. Donc c'est vrai que l'ambiance, c'était pas fou. Ça s'est largement réveillé quand Aspinall arrivait, parce qu'il y avait des Anglais légèrement éméchés, on va dire ça comme ça, qui commençaient à chanter. Et ce qui a été super intéressant d'ailleurs, c'est que je croyais pas qu'il y avait autant de fans français que ça, mais c'est quand le combat a commencé qu'on a entendu les chants pour Cyril Gane, on a même entendu une Marseillaise. Il me semble que c'est Pierre de Nocens qui l'a lancé. C'est exactement lui. T'es très bien informé. Donc voilà, c'était une ambiance assez bizarre quand même. Et tu viens aussi de m'apprendre qu'on pouvait être éméché à Abu Dhabi, je ne savais pas. Moi non plus, je savais pas. Ouais, apparemment, ils ont des petits plans, des petites astuces là-dessus. En tout cas, bon, le dénouement est un petit peu déceptif pour la plupart des fans, que ce soit des Français. Il y a beaucoup de personnes, moi, qui ont regardé du MMA pour la première fois, ils m'ont dit mais pourquoi ça se finit comme ça? C'est un peu catastrophique. On voit aussi que Thomas Spinell, il rentabilise un petit peu ça parce qu'il y a tout ce suspense autour de la santé de son œil. Il a quand même fait une vidéo YouTube de lui chez le médecin, avec le médecin qui lui explique que voilà, bon, il n'y a pas grand-chose, mais tu as bien fait d'annuler le combat. Vous y croyez un petit peu à ça? Parce qu'il y a une théorie sur les réseaux, on dit, ouais, bon, le médecin lui aussi, il se tape une barre, en vrai, il a rien. Alors moi, j'ai envie de vous lancer là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? La vidéo, je dirais qu'elle le dessert quand même énormément. Elle lui dessert énormément parce que combien de fois il y a des blessés à l'UFC et Dana White, il y a une photo qui pop dans l'heure. Quand il s'est fait mordre le combattant UFC, la photo elle est sortie. Quand Belal Mohamed se fait ouvrir, elle sort aussi. Jalito en a très bien parlé hier. Et là, Spinell, rien n'est sorti. Il a attendu de sortir une vidéo. Et ce qui est dommage, c'est que oui, on peut comprendre, le doigt dans l'œil, ça fait mal, t'as peur de perdre ton œil. Il y a beaucoup de combattants qui ont déjà perdu de la vision et aussi des yeux à cause de ça. Mais il en fait beaucoup, il en fait vraiment beaucoup. Il se place vraiment en tant que victime. Là, il y a une vidéo qui est sortie sur nos réseaux sociaux aujourd'hui par Hugo Pérez. Il a traduit donc une partie de la vidéo d'Aspinall où il dit je comprends pas pourquoi Gane n'est pas disqualifié. Vraiment, il m'a vraiment mis les deux doigts dans l'œil alors qu'il y a des règles. Il y a des règles, il se passe vraiment en victime. Et il y a même, on a l'impression, en tout cas c'est mon impression personnelle, pas celle des autres, c'est qu'on a l'impression qu'il force un peu le médecin à dire il pouvait pas reprendre le combat. Hein. En vrai, il pouvait pas reprendre le combat, non. Et le médecin fait, il va pas dire, si, il aurait pu le reprendre. C'est un médecin, il pense à la santé d'abord. Il va dire, non, c'est bien de ne pas avoir repris le combat. Donc je dirais que la vidéo le dessert plus qu'autre chose. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es plutôt d'accord avec ça ou tu penses que c'est une bonne chose? Même compléter, parce que Aspinall, au-delà de dire il aurait dû être disqualifié, il dit il a été averti 2 fois. C'était en bord de cage, Baba. Tu les as vus ces avertissements? Est-ce qu'il est en train de nous faire un petit coup d'intox? Parce qu'on sait qu'il a fait une semaine qui est un peu différente de d'habitude aussi d'Aspinall. Honnêtement, non, j'ai pas vu les avertissements. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait que j'aille revoir le combat pour regarder si c'était le cas. Je me passe un parlant doute, mais en tout cas, je les ai pas vus. Maintenant, pour le reste, je suis d'accord avec ce que dit Anthony par rapport à ça, mais moi, c'est de façon générale. Je trouve qu'on parle trop, on se justifie trop maintenant après les défaites. Il y a trop de communication. Il y a une surcommunication sur les raisons qui poussent à une défaite, les raisons qui poussent à un abandon ou autre chose, ce genre de truc-là. À un moment, il faut arrêter avec ça.
Les choses se sont passées, ça aurait été mieux pour lui là, de laisser les choses se tasser et puis de revenir un peu plus tard dans une interview ou quelque chose comme ça. Donc là, la vidéo avec le médecin, c'est un peu ridicule, je vais pas mentir. Ceci étant dit, le problème avec le hypoc, c'est que c'est quelque chose d'immédiat. Tu vois, l'inconfort va être dans l'immédiat. Le fait de ne pas avoir de séquelles plus tard, bon déjà c'est tant mieux, et puis surtout c'est quand même très très rare, après les doigts dans les yeux, que tu aies des grosses séquelles 24 heures après le combat. Donc en fait l'inconfort il est immédiat. Et ça, encore une fois, on en revient à la même chose, il n'y a que lui qui peut juger de son inconfort. Il n'y a que lui qui peut dire s'il a joué le jeu, pas le jeu, s'il a fait l'acteur ou pas. Donc c'est lui qui se met un petit peu à la faute là, en faisant une vidéo de justification, alors que tout ce qu'il a à dire, c'est que sur le moment, je ne pouvais pas continuer. Aujourd'hui, oui, je vais mieux. Et pour conclure autour de ça, j'ai l'impression qu'il fait un peu la semaine la plus foireuse de sa carrière. À Spinal, on avait ce personnage qui était très confiant, provocateur, grande gueule sur les réseaux quand il fallait haranguer John Jones, qui lui doit se marrer chez lui, qui met une photo de profil sur ses réseaux avec un canard qui a un cache-œil. À Spinal, on est passé de ce gars très confiant, assez drôle, assez enjoué, un mec qui est hyper fermé, à son père qui dit je vais pas re-signer à l'UFC, je fais le deuxième main event pour une ceinture de l'histoire qui se finit en no contest, et c'est vraiment pendant le combat, c'est pas après le combat parce que le premier c'était Jones contre Cormier. Est-ce qu'il a pas aussi fait une de ses semaines les plus foireuses, et là il est peut-être pas en train de se mettre l'UFC en tant que partenaire, là où on l'aimait plutôt bien. Là je pense que Dana White il est plutôt en pétard contre lui. C'est Baba qui pourra le dire le mieux, et même si Yacine Zaouini aussi pourra en parler, ils étaient là-bas. Comment vous avez senti Thomas Spinal? Parce qu'en plus vous l'avez eu en interview one-to-one, et puis on a vu la conférence de presse qui pour moi était quand même l'une des pires conférences de presse de l'histoire de l'UFC. Je crois qu'on a perdu Baba. On a perdu Baba? Ouais. Bon, on va essayer de le rappeler, on va le reconnecter là-dessus. Ouais, en tout cas pour revenir sur la Fight Week d'Aspinal, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. Je sais pas si je l'ai senti stressé, mais c'est embêté. C'est que tu vois qu'il a vécu une autre Fight Week. On dirait que carrément, il a changé d'organisation. C'est qu'il a tellement été médiatisé cette fois-ci. C'était lui qui tenait l'événement sur ses épaules. Et Gann aussi, mais Gann connaît. Il a fait combien? Il avait fait 8 main events, 2 pour la ceinture. Aspinal, c'était son premier pour une ceinture incontesté, et même avant c'était pas un main event, c'était un co-main, il était appelé 10 jours avant. On l'a senti dans l'inconfort. On l'a vu dans l'interview avec Thomas Desson, on l'a même vu dans l'interview avec d'autres médias, un peu agacé, un peu très vite agacé par certaines questions. Et c'est là où après Baba pourra nous expliquer, lui qui l'a vu physiquement, il a même parlé avec son père Andy Aspinall. Est-ce que c'est pas toute l'équipe en fait qui avait pas une mauvaise ambiance, mais il y avait un mauvais mood en tout cas dans cette Fight Week. Il y a un changement chez le personnage de Tom Espinal. Même Paulin Béguet qui était dans l'équipe de Cyril Gane m'avait dit, je sais pas, peut-être qu'il ressent la pression, c'est vrai qu'il est différent d'habitude. Qu'est-ce que tu as vu toi Baba là-bas? Ouais, clairement, en tout cas, concernant le papa, le papa il était super cool. Moi j'ai vu un mec super content d'être là. Alors il parlait avec absolument tout le monde. Scrum, pas scrum, lui c'est pas son problème. Il te dit quelque chose, il te dit tu peux le poster. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Donc lui, il était bien. Par contre, Thomas Spinal, il était, et je crois que c'est ce que je dis par texto avec Sacha dans la semaine, je le sentais low énergie. Le gars était vraiment batterie faible. Il n'avait pas envie de parler, il était très facilement irrité, agacé. C'est des choses, tu vois, que tu essaies de pas trop interpréter en conférence de presse, mais au final, des fois, on a ce qu'on a devant les yeux, en fait. Et vraiment, je le sentais pas au top. Je sentais qu'il était saoulé par cette semaine de médias, saoulé par cette Fight Week. Et moi, la réflexion qu'on se faisait avec les gars sur place, c'est que, mon gars, si cette semaine-là, elle t'a saoulé, une semaine avec John Jones, t'aurais pas survécu, en fait. T'aurais pas survécu. Clairement, ça aurait été trop compliqué. C'est parfait, c'est exactement ça qu'il fallait dire, Boba. Bah non, mais je suis d'accord, et c'est vrai que quand tu vois les semaines, on peut reprocher beaucoup de choses à Cyril Gane quand on est ce fan français exigeant qui va tirer à la moindre défaite, mais tu as vécu des semaines où tu te prépares pour Francis Ngannou, qui est aussi quand même un bon client médiatique, le retour de John Jones qui est attendu depuis plus de 3 ans. C'est vrai que là, on ne comprend pas forcément cette bascule de Thomas Spinal. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les cotes vont être énormément serré pour cette revanche, là où l'anglais il était largement favori, même si ça baissait au fur et à mesure de la semaine, avec notamment cette attitude, avec aussi la forme physique de Cyril Gane qui est toujours aussi impressionnant avec son physique de manga, concrètement. Ah oui, exactement. Le physique que tout homme aimerait avoir, même si Baba l'a déjà. Quand est-ce que vous voyez cette revanche se faire? Il y a
plusieurs possibilités. On sait qu'il y a un nouveau contrat de diffusion beaucoup d'endroits dans le monde et principalement aux États-Unis en début d'année 2026. Pour vous, voilà, faut le faire le plus tôt possible en sachant qu'il reste des événements en décembre. Faut aller sur la nouvelle année, faut le faire en Europe, faut le faire où? Allez, c'est un peu section fantasy. Où est-ce que vous voyez ce fight se faire? Baba, tu sais ce que je vais dire, donc pas le plus tôt possible non plus, mais il y a un autre challenger français pour le titre qui va sûrement pas affronter Khamzat Chimaev, mais pourquoi pas un Gana Spinal en main event et un Assourdine Duplessis sur la même carte. Baba, tu signes tous les jours et toi tu payes ton billet là, tu poses ton RTT, tu poses ta semaine, tu poses tout, même pas t'as envie de bosser là. Bah, je signe avec les mains et les pieds, ce serait magnifique. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai envisagé. Moi, je crois pas que ça se fera rapidement. Je pense qu'on vise quelque chose comme février, mars, voire même avril. Ah ouais. Ça va pas être tout de suite. Hein. Ouais, je pense qu'ils vont prendre leur temps. En fin de compte, c'est quand même pas dégueulasse pour l'UFC hein, ce qui s'est passé, tu vois. Dana White, il arrive en conférence de presse, le gars, il était plutôt tranquille. Hein. Il n'était pas énervé, il n'était pas saoulé, tu vois. Il se dit, écoute, pour mon 2026, j'ai un autre main event là, j'ai un autre combat pour le titre poids lourd, avec en plus une petite histoire là, qui s'est pas bien terminé, donc quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre en avant assez facilement. Limite, c'est plus facile à mettre en avant que pour le premier combat, où ils n'avaient pas grand chose à raconter, tu vois. Ah oui. Donc ouais, moi je pense qu'ils vont laisser un petit peu la sauce monter, et puis ils vont se refaire ça correctement pour le printemps. Mais tu parles de mars. On sait que souvent l'UFC ils aiment bien aller en Angleterre aux alentours de mars. Tu penses que vraiment avec ce qu'Aspinal a fait, parce qu'on rappelle quand même que durant la Fight Week ou même un peu avant, il a parlé de Ante Delija qui ne l'affrontera pas pour le titre, que Dana White a dit je déteste ce genre de combattant, que on a sorti la vidéo où le père d'Aspinal dit qu'il potentiellement ne pourrait pas re-signer avec l'UFC. Il y a le doigt dans l'œil. J'ai pas l'impression que l'UFC ils vont lui faire un cadeau et lui dire bah écoute c'est quoi, tu vas être main event en Angleterre. J'ai tendance à dire qu'ils vont être un peu méchants avec Thomas Aspinal, Baba. Ah, je suis complètement d'accord, mais je suis 100% d'accord. Dana White, ça fait 25 ans qu'il fonctionne exactement de la même manière et avec les mêmes phrases. C'est-à-dire que quand il t'aime bien, il va te dire ce gars-là, il refuse jamais un combat, vous comprenez, c'est un soldat, c'est un guerrier, waouh, c'est un sauvage. Et puis quand il a des problèmes avec toi, il va te sortir la phrase magique, ah, vous savez, je suis pas sûr qu'il avait envie de combattre. Et c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit pour Aspinal. Je ne sais pas s'il avait envie de combattre, il n'y a que lui qui peut savoir. Donc je pense qu'il n'a pas aimé, et on est un tout petit peu fautif, hein, et là je parle en tant qu'équipe complète, parce qu'encore une fois, Andy Aspinal nous a donné beaucoup de choses à raconter, notamment cette histoire de ne pas vouloir re-signer son contrat pour aller faire de la boxe. Nous on le sort, le monde entier le reprend, et c'est venu aux oreilles de Dana White, et vous pouvez très bien vous imaginer qu'il était très agacé par ça. Donc entre ça et le truc d'Ante Delija, là, comme tu l'as dit, Anto, bah non, en ce moment il n'est pas dans le type papier de Dana White, et c'est pour ça que derrière il a fait l'éloge de Cyril Gane pendant, je sais pas, 2-3 minutes. Ouais, ça me rappelle l'histoire de John Jones qui disait de Gane, ils sont juste contents d'être là, et finalement si ça s'était pas installé dans le corps Aspinal avec le papa qui est tellement content d'être là, qui en dit un petit peu trop finalement et qui va jouer contre son fils, c'est vrai que Dana avait l'air un petit peu agacé par cette situation. Et c'est vrai qu'un événement en Europe maintenant, il est bien porté avec cette affiche-là. Moi, vous m'avez hypé, je vais demander une accrède, je vais essayer de bosser dessus en tout cas. C'est assez intéressant. Et puis, on constate aussi, il y avait 2 autres combats poids lourds sur la carte. On va pas avoir un méga renouvellement dans cette catégorie. Le seul qui potentiellement pourrait monter assez rapidement, tu l'as dit Anto, c'est Ante Delija qui va affronter Cortés Acosta prochainement. Mais sinon, elle a bien stagné la catégorie. Volkov qui a pris une victoire, mais qui lui va encore attendre son tour et qui est juste l'éternel perdant de cette catégorie. C'est le seul combat qu'on veut voir dans la catégorie concrètement. Chez les poids lourds, il n'y a pas d'autres combats à voir. Je ne sais même pas s'il y a d'autres combats à faire. C'est triste à dire dans une catégorie où tant elle fascine, cette catégorie des poids lourds. Moi, je suis toujours impressionné du mec qui arrive et qui fait 2 mètres de haut, 2 mètres de large. C'est quelque chose que j'aurais voulu être, mais que je ne suis pas, mais que Baba est, fort heureusement pour lui. Mais il n'y a pas d'autres combats. Il n'y a vraiment aucun autre combat à faire en poids lourd. Oui, Pavlovic, tu le mets contre qui ? Il a affronté Aspinal, il a affronté Volkov, il a perdu contre les deux, tu vas regarder en dessous. Mais en dessous, la nouvelle génération n'est pas encore arrivée. En tout cas, elle n'est pas encore arrivée dans le top 15. Et dès qu'elle arrive, elle se fait mettre KO par Derrick Lewis. Ouais, c'est ça, Talisson Teixeira en tête de file. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Baba ? Ouais, je suis d'accord. Et puis en plus, franchement, quand tu regardes le combat entre Aspinal et Gane, en tout cas de ce qu'on a vu pendant 4 minutes, et que tu as la comparaison avec Almeida, Volkov, ou voire même Walter Volker, enfin,
t'as un combat qui est en x10 et un combat qui est au ralenti en fait. Et ça souffre vraiment de la comparaison. Il n'y a pas ce renouvellement attendu. Et en fait, tu as ces deux poids lourds-là et les autres. Moi, j'ai l'impression qu'Aspinall et Gane sont très largement au-dessus des autres, même si ce sont les poids lourds. Et évidemment, un seul coup peut changer la donne. Mais là quand on regarde l'état actuel de la catégorie, c'est pas super vendeur, c'est pas super cool. Ouais. Je pense que l'UFC va essayer de tout miser sur Walter Walker qui monte, puisqu'il est sur 4 soumissions en clé de talon de suite. Il y a une petite histoire à raconter. Il y a ce fameux pendentif avec un pied qui penche. Je pense que c'est lui le prochain personnage qu'on va mettre. Je trouve qu'il est un peu trop imagé. Tu vois, on aurait peut-être pu enlever le sang autour du pied qui peut dégoûter, qui peut choquer les enfants. Pensez aux enfants, s'il vous plaît, c'est important. Non, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Bon, en tout cas, merci à vous. On a pu bien débriefer. On attend très très vite la suite de l'épisode de l'UFC. On sait que souvent le mardi il y a des annonces, donc en espérant que quelque chose tombe cette semaine. Merci à tous ceux qui vont regarder, consommer ce podcast. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les commentaires, les partages. Ça fait toujours avancer un petit peu le projet. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures pour le Fighter Club. Merci Anto et merci Sacha, Baba. Merci Baba. Bonnes vacances. Merci, bonne journée à tous les amis. À plus tard. Ciao. RMC Fighters Club.